Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez à quel point la valeur, parce que c'est une valeur, la valeur de la laïcité est importante pour moi. On rentrera pas nécessairement dans pour ou contre la loi 21. Donc, au-delà d'une loi, c'est un principe, la séparation de l'État et de la religion, la neutralité religieuse des gens en position d'autorité. Selon moi, ça fait partie des choses qui sont comme des évidences. Donc, la laïcité, pour moi, c'est une valeur extrêmement importante. C'est pour ça que j'étais très contente de lire dans le journal Le Devoir une lettre d'opinion publiée par deux membres du Rassemblement pour la laïcité au sujet de Madame Amira El-Gawabi qui a encore fait des siennes au cours des derniers jours. Donc, j'avais envie d'en parler avec François Dugré, qui est porte-parole pour le fameux Rassemblement pour la laïcité. Monsieur Dugré, bonjour. Bonjour, Madame Durocher, merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Donc, vous revenez sur cette histoire qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive aussi à l'Assemblée nationale et au Parlement à Ottawa. C'est donc Madame Amira El-Gawabi qui récemment a dit que il fallait que dans les universités, il y ait plus, qu'on engage plus de professeurs de confession musulmane. Mais il y a eu un débat aussi à l'Assemblée nationale. Il y a une motion qui devait être déposée, mais comme Québec solidaire s'y est opposé, la motion n'a pas été déposée. Pourquoi vous avez décidé d'écrire une lettre dans Le Devoir ce matin? L'impulsion est venue du fait que le député de Québec solidaire, donc Alexandre Leduc, pose la question pourquoi le PQ qui proposait cet avis, cette motion sans préavis, s'opposait à ajouter, à faire un amendement pour qu'il y ait aussi que le Québec devait se doter de programme de lutte contre l'islamophobie. Alors, la question est restée sans réponse. On a dit, voilà l'occasion d'avancer des arguments, une fois de plus, chercher à justifier pourquoi ce poste-là doit être aboli, plutôt que simplement se contenter de dire ce qu'elle fait est inacceptable, elle a déjà beaucoup de cadavres dans le placard, on n'en veut plus. Auquel cas, et je l'ai vu sur les médias sociaux, des gens vont simplement répliquer c'est la mauvaise personne, gardons le poste. Et c'était, comme vous le savez sans doute, la position éditoriale de différents médias aussi au Québec. Oui, alors donc, comme si le problème, c'était Madame El-Gawabi elle-même et ses prises de position peut-être un peu étranges, mais que il était tout à fait justifié qu'il y ait au niveau fédéral quelqu'un qui est responsable de la lutte à l'islamophobie. Donc, j'ai envie de vous poser la question que sûrement des gens vous poseraient. Si vous êtes contre le fait qu'il y ait un poste de lutte à l'islamophobie, ça veut dire que vous êtes pour l'islamophobie. Méchant, Monsieur Dugré. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je répondrais qu'il faut d'abord savoir de quoi on m'accuse exactement. Donc, on revient pour une sempiternelle fois à la question de la définition même de l'islamophobie, comme on le souligne dans la lettre. C'est un mot, disons, à l'étymologie trouble, qui cherche à amalgamer deux choses, surtout dans l'usage. Donc, on l'entend souvent au sens premier d'une espèce de racisme à l'égard des musulmans. Mais on l'utilise aussi parfois parce qu'il existe des collectifs contre l'islamophobie où on se rend compte dans l'usage, encore une fois, que l'islamophobie, là, c'est même la critique de l'islamisme, auquel cas il y a peu de gens qui vont se rallier à cette vision des choses. Et troisièmement, évidemment, c'est la critique même des préceptes de l'islam. Si on regarde l'étymologie, donc islam, je n'ai pas besoin de disserter là-dessus, mais phobie, donc, qui vient du grec phobos. Au départ, on a surtout l'idée d'une peur, voire d'une forme d'anxiété à l'égard de quelque chose. Maintenant, dans l'usage, c'est beaucoup l'idée de la haine. Voilà. Alors, quelqu'un qui a peur des araignées, une arachnophobie ou de la foule, agoraphobie, on ne va pas dire qu'il y a une haine de la foule nécessairement. Donc, c'est dans cet usage-là qu'on va commencer à brasser les cartes pour confondre essentiellement
une critique de l'islam ou de ses préceptes et la haine à l'égard des personnes. Ce Ouais. qui, je m'empresse presque de l'ajouter, démarque, parce que ça aussi, j'ai vu beaucoup ça sur les médias sociaux, dire, mais quand même, il y a un représentant spécial pour la lutte contre l'antisémitisme, pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas pareil pendant du côté des musulmans? Ben, dans le cas du terme antisémitisme, il est rare qu'on dise que ça ne permet pas la critique des préceptes du judaïsme, qui d'ailleurs font pas fortement dans le prosélytisme à l'égard des gens de d'autres confessions, ils ne cherchent pas à recruter d'autres membres. Donc là, ça a vraiment une vision plus étroite, assez claire, univoque selon moi, de lutte contre justement les Juifs en tant que personnes et non en tant que les préceptes, évidemment. Alors, ça peut aussi être un Donc, peu plus... Oui, pardon. Oui, oui, allez-y. non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut critiquer le judaïsme sans se faire traiter d'antisémite. Or, dès qu'on commence à critiquer l'islam ou qu'on s'inquiète, par exemple, d'une montée de l'islamisme, ben là, on se fait traiter d'islamophobe. C'est là que le bas blesse et c'est là qu'il y a un mélange entre les termes. On peut très bien critiquer une idéologie, comme on critique, mettons, si on critique le fait que dans l'Église catholique, il y a une complaisance avec les prêtres pédophiles, ben on va pas se faire traiter de cathophobe. Tout à fait. Alors, c'est ça. Si on voulait simplement choisir un bon terme, je suis pas le premier à le suggérer, il y a le mot rester avec une racine comme phobie, là, musulmanophobie, mais tout simplement la haine des musulmans ou des personnes de cette religion-là. Auquel cas, on pourrait dire, ben justement, il y a l'antisémitisme, il peut y avoir des organismes pour lutter contre le racisme à l'égard des Noirs, contre l'homosexualité, des choses comme ça. Je vois pas que les gens s'y opposent radicalement. Est-ce qu'il faut un poste qui a été réclamé, comme on le souligne dans la lettre, par le Conseil national des musulmans canadiens, pour mémoire, donc en 2021, lors d'un sommet national sur l'islamophobie qui a été réclamé par différentes associations religieuses, notamment suite au terrible attentat, évidemment, à la mosquée de Québec. Alors, on voit que ça répond à un impératif d'association religieuse beaucoup plus que par une demande de la part des musulmans eux-mêmes ou par l'ensemble canadien. Puis ça pose la question de la légitimité sociale. Comme on le D'accord. souligne enfin aussi, Mais pour que ce c'était soit clair, contesté. ouais, mais pour que ce soit clair pour tout le monde, et pour vous, et pour moi, et pour le Rassemblement pour la laïcité, toute forme de haine à l'égard de quiconque et à l'égard d'un groupe religieux ou d'un groupe culturel ou d'un groupe ethnique en particulier, c'est dénoncé, c'est non, c'est tolérance zéro. Je veux juste que ce soit clair pour tout le monde qui nous écoute. Oui, tout à fait. D'autant plus que dans le libellé même du poste, on s'en était moqué un petit peu à l'époque dans les journaux, dans le mandat, donc il y a aussi de lutter contre toutes les formes de haine. Et on ajoutait vaste programme pour un seul poste. Mais lorsqu'il y a de la haine à l'égard, que ce soit des sionistes, des juifs, des écoles, des synagogues, on entend un silence assourdissant de la part de Mme El Gawabi. Donc, on voit très bien que c'est pour lutter contre la haine des musulmans mélangée à d'autres considérations, mais l'idée même de lutter contre toutes les haines, on ne peut pas dire que d'expérience, on a vu ça. C'est le moins qu'on peut. Oui, alors, mais c'est très particulier parce que justement, quand on parle de l'islamophobie, par exemple, le fait de ne pas accorder des locaux et du temps de prière pour des gens de confession musulmane, il y a certains qui considèrent que c'est de l'islamophobie. Donc là, il y a vraiment un glissement, il y a un dérapage. C'est ce que vous dénoncez dans votre lettre. Oui, c'est ça. Alors, les associations religieuses poussent le bouchon, comme on dit familièrement. Ils veulent que toutes les demandes faites par les différents musulmans soient reçues et qu'on s'adapte à leurs différentes façons de faire. Évidemment, le Canada, avec sa vision du multiculturalisme, encourage, autorise pareilles demandes. Ils ont le droit de faire les demandes, on ne reproche pas de faire ces demandes-là, mais l'autorité étatique ou scolaire, collégiale ou universitaire doit dire « mais non, ici c'est un lieu laïque, c'est un espace civique si on parle du gouvernement comme tel, alors il n'y a pas lieu d'accommoder ce genre de demande-là ». Alors on voit qu'on pousse et on regarde ce qu'on appelle des fois le ventre mou de l'Occident pour voir jusqu'où on va céder, bien sûr. Alors on connaît ces types de tactiques-là, mais comme toujours, il ne faut pas se laisser intimider puis dire là où ça ne va pas, en fonction de principe. Et en essayant de rester calme. Oui, de rester calme. Alors, vous parlez de principe. C'est un peu comme ça aussi que je vous ai présenté dès le début de l'émission. Et si on se fie donc au principe de la laïcité, donc de séparation de l'État
et de la religion. Je suis curieuse de vous entendre au Rassemblement pour la laïcité. Que pensez-vous? En fait, je connais déjà la réponse, vous avez déjà prononcé cet été là-dessus, mais qu'est-ce que vous pensez du fait que quand on arrive dans le nouvel édifice, enfin de l'édifice rénové de l'Hôtel de Ville de Montréal, on est accueilli par cette affiche qui dit « Bienvenue à Montréal » et que là, il y a 2 hommes, un jeune, un plus vieux, et il y a une seule femme. Et cette femme porte non seulement le voile islamique, mais elle porte une tunique qui recouvre l'ensemble de son corps. Donc, c'est quand même assez particulier. Vous réagissez comment à ça au Rassemblement? Pour en rester au principe justement de la neutralité, l'État ne devrait pas privilégier ou au contraire stigmatiser une religion plus qu'une autre. Donc, l'État devrait se faire neutre. Maintenant, sur une affiche, on n'est pas en train de dire que les fonctionnaires à la municipalité affichent des signes religieux. Il ne s'agit pas de ça. Alors, c'est plutôt que, si je comprends bien, moi aussi j'ai suivi le dossier, vous pensez bien, de montrer que Montréal est un espace inclusif pour la diversité. Mais encore là, si on prend les choses à ce niveau-là, on regarde qui semble subir le plus de difficultés à Montréal. Et si on regarde les statistiques sur les crimes haineux, on peut dire que ça touche davantage, par exemple, les Noirs. Alors ça, des crimes à l'égard des personnes ou des actions haineuses à l'égard de la diversité sexuelle, souvent les problèmes rencontrés par les musulmans arrivent pas mal loin derrière. Puis si on calcule en plus le pourcentage de la population qui subit ces crimes-là, ben là, vous allez voir qu'il y a un ratio beaucoup moins important. Strictement parlant, la haine à l'égard des gens d'une religion, ça vise essentiellement les Juifs, à raison de 20 à 22% de plus, et ça, c'est avant le 7 octobre 2023. Et ça a empiré depuis. Oui, c'est ça. Non, mais même pas supposé. On le sait, les chiffres sont là. Donc, théoriquement, si la Ville de Montréal avait réellement voulu envoyer un message de dire on est inclusif et on favorise toutes les minorités, à ce moment-là, il y avait d'autres minorités plus sensibles ou plus promptes à être discriminées qu'on aurait pu mettre en valeur de cette façon-là. Et aussi, on aurait très bien pu mettre 2 femmes, une femme noire, une femme asiatique, une femme autochtone, une femme peu importe, et mettre une femme portant le voile. Or, il n'y en a qu'une et c'est une femme qui porte le voile. C'est ça qui choque. C'est ça. Il y a un petit détail aussi, on a voulu faire croire que ça faisait partie de l'exposition muséale, alors que c'est quand on arrive. C'est pas dit que les gens qui rentrent dans l'immeuble veulent aller pour cette exposition muséale-là. Oui, très bien, des éléments de Montréal. Mais pourquoi celui-ci en grande affiche et qui plus est, là, c'est difficile de ne pas y voir une provocation, le fait qu'on a enlevé un crucifix pour y mettre une femme voilée. Alors, qui décide de cette stratégie-là? Qui décide de ne pas en répondre alors qu'il y a eu beaucoup de critiques à leur égard pour pareil politique, puis qu'on se bute à un silence ou à une réponse assez vague, merci, comme on a pu voir là aussi dans les médias? Bien, évidemment, ça laisse les gens perplexes. Oui, quand vous dites dans les médias, je tiens quand même à souligner que c'est le Journal de Montréal qui parle de ça. Et la dernière fois que j'ai vérifié, pas une ligne là-dessus dans le Journal La Presse. Ça n'existe pas, ce dossier-là n'existe pas pour le Journal La Presse. Je trouve que ça vaut quand même la peine d'être mentionné parce que vous dites les médias, mais à un moment donné, il faut quand même reconnaître qu'il y a certains médias qui parlent de certains sujets et qu'il y en a d'autres qui se mettent la tête dans le sable, qui jouent à l'autruche. Et je pense que c'est des choses qui doivent être dites, Monsieur Dugré. Il faut arrêter de tourner autour du pot puis de dire les médias en général. Il faut reconnaître quels sont les médias qui regardent le problème en pleine face et quels sont ceux qui se mettent justement un voile sur les yeux. Oui, c'est ça. Il y a des sujets qui sont très, très peu abordés par d'autres médias. Puis on plaide toujours pour la diversité des médias. On envoie des lettres à tous les médias. On veut bien diffuser une parole, donc il n'y a pas de raison de se limiter. Alors non, on rencontre des difficultés, c'est certain. François Dugré, je rappelle que vous êtes porte-parole pour le Rassemblement pour la laïcité. Merci pour votre lettre publiée dans Le Devoir. Le Devoir qui, quand même, parle de ces questions-là. Merci beaucoup, Monsieur Dugré. Oui, tant mieux. Merci, au revoir. Merci.